Alors, j'espère que grâce à cette soirée et grâce à ce livre, le public mesurera mieux l'importance intellectuelle de l'œuvre de Michel Le Deuf. Son importance, je dirais qu'elle est inversement proportionnelle à la longueur de sa notice Wikipédia. Hein. Euh, Quand on voit que des jeunes féministes ayant publié un petit livre très rapidement écrit ont parfois 3 pages sur Wikipédia. Hein, il y a un effet générationnel sur Wikipédia que nous, les historiennes, devons essayer, les féministes, devons essayer de corriger hein, parce que c'est d'une totale injustice, c'est totalement aberrant. Alors, pour mieux découvrir Michel, on peut aussi, je ne sais plus où je l'ai rangé, regarder le dictionnaire des féministes, bien évidemment, où elle a sa notice écrite justement par Audrey Lasserre. Donc, je voudrais dire aussi un petit mot sur la présence d'Audrey Lasserre avec nous. Donc, Audrey Lasserre est l'autrice d'une thèse absolument magnifique sur la dimension littéraire du MLF. C'est, je pense, une des meilleures actuellement hein, sur le marché intellectuel, je ne sais pas si on peut dire ça, sur genre, littérature et féminisme au pluriel. Je suis voilà, une fan totale d'Audrey, de sa thèse qu'elle va bientôt publier et de tout ce qu'elle apporte aussi dans nos échanges en études féministes à, à propos de la dimension littéraire, mais aussi théorique. Euh, donc Audrey a, avec Jean-Louis Janel, qui est professeur de littérature, co-dirigé le livre dont il va être question ce soir et que Audrey va présenter. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Audrey en disant juste un mot, mais sans doute que vous y penserez aussi, un mot sur Nicole Mosconi qui a écrit un article dans ce livre et qui vient de disparaître le 6 février dernier. Nicole Mosconi était professeure de sciences de l'éducation à Nanterre. J'ai aussi l'impression de l'avoir tout le temps connue. Tout le temps connue, ça, d'abord beaucoup lu, elle a beaucoup publié sur genre et éducation, des livres très subtils et très, très, très importants. Euh, et puis, il y avait aussi cette présence très, très, très sympathique, très attentive aux plus jeunes. Voilà, je garde un souvenir lumineux d'elle, comme vous sans doute. Oh, ça. Est-ce que... Oui, mon micro est branché? Oui. Nicole a été une amie épatante, proche, précieuse pendant plus de 30 ans. La merveille, c'est qu'elle avait découvert mon existence à cause de l'étude Élorouet et m'avait écrit en me demandant si je pourrais participer à un séminaire assez informel qu'elle animait avec des collègues de Nanterre. Assez informel, les séances se passaient au restaurant, voyez-vous. Quelle bonne idée. Et bien sûr, j'étais partante. Et ça a été formidable tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'est mis à se raconter nos petits secrets, justement. C'était sérieux par ailleurs, hein, bien sûr, mais tiens, il y a des craquements sur la ligne où... Bon, oui, bon, ça fait rien. C'est le patriarcat qui nous embête. Et elle est devenue, en quelque sorte, une amie d'enfance en 5 minutes. Voilà. Et ça ne s'est jamais démenti jusqu'à sa disparition brutale, très,
très dur à vivre pour tous ceux qui l'auront connu et aimé, quoi. Et voilà. Et Nicole Mosconi donc, a écrit un article dans ce livre dont nous allons parler maintenant. Donc, Audrey, je te passe la parole. Merci. Merci Christine et merci Michel. Moi, je pensais aussi à Pamela Anderson qui nous a quittés juste après l'apparition la préparation du volume. Voilà, et je vais revenir sur ces disparitions aussi de génération. Alors, il me revient en fait, non pas de donner une conférence, mais de présenter le volume Se réorienter dans la pensée, Femmes, philosophie et art autour de Michel Le Goff, que nous avons dirigé avec Jean-Louis Janel. Alors, j'ai prévu un PowerPoint, mais qui n'avait en fait d'intérêt que de rappeler que d'abord, je vais présenter le volume et ensuite, donc on se donne un petit quart d'heure, et ensuite, nous dialoguerons avec Michel autour de questions relatives au féminisme et au genre que nous avions envie d'aborder aujourd'hui et auquel Michel a accepté de répondre. En tout cas, projet, c'est ça. Donc, commencer par, puisque je ne vous montre pas le PowerPoint, je vous montre quand même l'ouvrage. Cet ouvrage-là, en fait, il est né d'une rencontre intellectuelle, exactement sur le modèle de celle qu'a décrite Christine Barr. Je pense que toutes les personnes qui ont contribué et au colloque à l'origine et au volume ensuite dans les actes ont eu cette rencontre intellectuelle avec Michel Le Goff. Alors, pour certaines dont je faisais partie, comme Christine Barr, même si on n'est pas la même génération, pour avoir entendu Michel en séminaire, l'avoir vraiment entendu à un moment où il n'était pas encore question de genre, mais où il était plutôt question de rapports sociaux de sexe, par exemple, ou de recherche féministe, et avoir eu non pas cette révélation, mais en tout cas cet enthousiasme à l'entendre et ensuite à la lire. Et pour ma part, L'étude et le rouet, dont on vous a donné les références dans la conversation, qui a été aussi pour moi l'ouvrage le plus fondamental. J'ai découvert en préparant le colloque et puis ensuite en mettant au point les actes que nous avions toutes, et pas forcément d'ailleurs de la même façon, notre ouvrage d'importance chez Michel Le Goff pour certaines, notamment les sociologues, c'était plus exactement le sexe du savoir. Pour d'autres, je dirais celles qui étaient plus dans la recherche féministe ou dans la recherche et les questions féministes, c'était l'étude et le rouet. Bref, on avait l'imaginaire philosophique pour moi qui avait été important aussi. Alors, ce collectif, il rassemble 21 contributions, 18 intervenantes, intervenants qui avaient communiqué au moment du colloque et qui ont rendu un texte non seulement sur l'œuvre de Michel Le Goff, mais surtout ce qui nous intéressait tout autant, c'était de montrer à quel point elle avait été essentielle pour nous dans nos propres travaux. Donc 18 contributions et 3 textes de Michel Le Goff, 2 qui étaient difficilement trouvables et un qui était resté inédit et dont on va parler en particulier aujourd'hui. On y retrouve parmi ces 18 plusieurs disciplines, à la fois la philosophie, bien sûr, qui est l'ancrage disciplinaire de Michel Le Goff, mais aussi, et ça vous a peut-être frappé, puisque les 2 directeurs, directrices de volume que nous sommes avec Jean-Louis Janel sont des littéraires, donc spécialistes de littérature francophone tous les 2. Une spécialiste de littérature anglophone, des sociologues, des spécialistes de linguistique et des sciences de l'éducation, comme il a été question tout à l'heure. Donc un volume qui était, me semble-t-il, tout à fait révélateur de l'essaimage disciplinaire de la pensée de Michel Le Goff. Ensuite, une diversité assez notable dans ses contributions des origines géographiques qui témoignaient cette fois-ci de l'essaimage de son œuvre et essaimage qui n'était pas seulement dû à sa carrière académique puisqu'on a entendu parler de la France avec le CNRS, on a entendu parler de Genève pour ceux qui étaient là peut-être plutôt dans la conversation, on aurait pu aussi entendre parler du Royaume-Uni, mais l'effet, je pense, de l'œuvre a dépassé ces questions d'ancrage académique
pour aller vers un intérêt véritablement de la pensée de Michel Le Doeuf, tant en Allemagne qu'au Canada, aux États-Unis, en France bien sûr, au Royaume-Uni et en Australie. Donc voilà ce que l'ensemble des contributions rassemblait ici. Diversité des générations, disons-le comme ça, des signatures rassemblées par le volume, ce qui nous a frappé aussi assez spontanément. On a eu la chance d'accueillir des chercheuses de la génération de Michel Le Doeuf qui avaient travaillé avec elle et des chercheurs, mais aussi la toute jeune recherche en philosophie, à qui était consacrée en particulier une section dans le volume, toute jeune génération de recherche en philosophie qui reconnaissait véritablement l'importance non seulement de l'œuvre, mais son effet sur les travaux actuels. Et on allait donc à ces deux bouts en passant par celles et ceux qui étaient déjà engagés dans la carrière universitaire ou la carrière intellectuelle à différents stades, de l'après-thèse jusqu'au professeur. On voyait vraiment à quel point cette œuvre, et je pense que le volume en témoigne, a touché très largement différents publics et différents spécialistes. Alors, on a décidé de présenter l'ensemble de ces travaux en 5 sections. Je vous en donne simplement les titres, et puis après on pourra en discuter si vous voulez plus précisément. Défaire la loi des genres, le sexe des savoirs, qui donne une référence à un des ouvrages de Michel Le Doeuf, à la barbe des philosophes, qui là est une autre référence à une barbe toute kantienne qui est supposée avoir le critique en philosophie. Recherches actuelles en philosophie féministe, voilà pour les plus jeunes des chercheuses en philosophie féministe ou féministe et chercheuse en philosophie et philosophe. Et on terminait donc ces sections par ce qu'on a appelé un parcours qui rassemble les 3 textes que nous avons republiés de Michel Le Doeuf, 2 donc qui étaient difficilement trouvables et un dernier qui était inédit que j'ai retrouvé dans les archives des cahiers du Griffe à Bruxelles. Voilà. Je pense que si on regarde de l'introduction qu'on a appelée avec Jean-Louis Janel « Nouer » avec Michel Le Doeuf, ce qui là est une référence au fait que Michel Le Doeuf a toujours défendu l'idée de nouer avec Simone de Beauvoir, comme on noue avec une œuvre qu'on ne connaît pas et à qui on laisse la surprise de la découverte. Donc de cette introduction à la conclusion qu'on a volontairement consacrée à la pédagogie, qui nous semblait très importante, on voit à quel point la transmission des savoirs était au centre de nos réflexions, transmission aussi de cette œuvre philosophique qui nous avait touchés. Alors, pour finir cette présentation à grands traits, avant d'en venir à la naissance des enjeux du projet, le titre lui-même, Se réorienter dans la pensée, est véritablement est apparu à tout le monde comme ce qui, alors qu'on avait des lectures différentes de Michel Le Doeuf, notamment parce qu'on n'avait pas nécessairement le même ouvrage en tête par rapport à nos propres travaux, cette image que l'on trouve chez elle de la réorientation dans la pensée a été pour nous le point commun entre toutes les approches. Et cette réorientation, il faut bien la comprendre comme la prise de conscience qui nous caractérisait tous et toutes d'une désorientation et la nécessité de trouver des repères qui permettaient de trouver, de retrouver son chemin ou de l'inventer. Très clairement, avec le préfixe ré, de se réorienter, et non pas seulement s'orienter dans la pensée à la manière kantienne. Donc, se réorienter, c'était l'idée de repartir quasiment de zéro. Et après avoir fait très clairement et un moment fausse route, de prendre conscience qu'on n'avait pas la bonne carte en main, ça c'est l'image que déploie Michel Le Doeuf dans l'étude et le Rouet. Donc prendre conscience qu'on n'avait pas la bonne carte en main, je la cite, parce que l'on n'a pas pris en compte où l'on était. Fin de citation. Et cette prise en compte de où on était nous paraît encore aujourd'hui tout à fait centrale à l'apport que son œuvre a représenté pour nous. Alors l'idée de cette vingtaine qui s'est réunie à notre invitation avec Jean-Louis, c'était d'offrir un collectif à une œuvre et à une philosophe qui avait été cruciale, vous l'avez compris, pour chacun et chacune d'entre nous, mais en même temps de montrer à quel point son œuvre avait été
très vive dans notre propre saisie de notre discipline ou de nos travaux, de notre réflexion, c'est-à-dire ce qu'elle avait créé aussi et ce qu'elle avait permis. C'était aussi dans ce collectif, ce qui nous animait, c'était de contribuer, en tout cas pour la majorité d'entre nous, je dirais, à l'histoire du féminisme dans son lien à la philosophie et la philosophie telle que changée par le questionnement féministe. Ce qui nous animait, c'était de retracer une généalogie intellectuelle qui valait non seulement pour les philosophes, et là je vous renvoie à la section des recherches actuelles en philosophie que l'on dira féministe pour arriver à trouver un champ commun, mais ça va être l'objet des discussions. Mais encore pour les spécialistes de littérature ou d'art du point de vue francophone. Et ça, c'est très très fort, c'est-à-dire que tout ce qui était dit dans cette œuvre philosophique nous permettait aussi à nous, spécialistes de littérature ou spécialistes d'art, de penser nos propres difficultés, les résistances auxquelles on était confrontés. Et ça ne me semble pas du tout un hasard qu'on ait eu l'occasion d'organiser avec Michel Ledoeuf une journée philosophique, esthétique et questions de genre avant le colloque, où on a rassemblé justement des spécialistes de littérature, de philosophie et d'art, et où on s'est retrouvés en commun à discuter ces questions d'esthétique ensemble. Alors, pour revenir au volume Se réorienter, très clairement, il nous paraissait, et là je parle pour Jean-Louis Janel et moi-même, alors qu'on n'a pas du tout le même parcours académique ni les mêmes objets de recherche, il nous paraissait aussi étrange que signifiant de constater que dans les années 90, la critique anglophone considérait Michel Ledoeuf avec Lucie Irigaray et Julia Kristeva comme l'une des 3 féministes philosophes françaises à lire et à discuter, alors que dans le même temps, la tradition académique française, disons francophone, effaçait, à l'exception de Michel Caille, effaçait la contribution de Michel Ledoeuf. D'abord, au même titre, je dirais qu'Irigaray et Kristeva, parce que féministe, donc longtemps, le lien entre philosophie et féminisme n'a pas été abordé dans l'espace francophone européen. Et puis ensuite, par rebond, quand cette question était abordée, on voyait à quel point elle l'était à travers une philosophie du féminin ou une philosophie au féminin, alors que Michel Ledoeuf refusait justement cet amalgame, ce qui la rendait difficilement traitable dans le chapitre consacré aux philosophes du féminin ou aux philosophes au féminin. À partir des années 90, aussi dans un double mouvement, Jean-Louis Janel comme moi-même, nous assistions très clairement à un début de reconnaissance du genre, pardon, comme outil de la recherche, ce qui nous réunit ensemble aujourd'hui. Et cette reconnaissance du genre comme outil de la recherche s'accompagnait progressivement au fil des années d'une sorte de déshistorisation de l'ensemble des recherches issues du féminisme au profit d'une notion ou d'un concept qu'on disait tout fraîchement importé des États-Unis, en tout cas pour certains. Donc, effet de paradoxe, au moment même et progressivement quand le genre se développe, on constate que les recherches qui n'ont pas été entrées sous cette appellation ont tendance à ne pas se voir remises non seulement en perspective, mais comme une tradition qui a précédé en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les études de genre. Voilà. Donc c'était là ce qui nous animait tous les deux avec Jean-Louis Janel, cet effort de rendre une œuvre importante pour nous, cette envie de dire à quel point elle avait, et je pense qu'on le voit bien dans le volume, créé en réaction des effets dans nos propres pensées, et puis cette envie de dire, sans nationalisme aucun, pas du tout, c'était pas l'enjeu, mais de dire qu'on avait, contrairement à ce qui peut se dire, une pratique francophone qu'on n'appelait pas les études de genre, qui réfléchissait à ces questions depuis les années 70 et qu'il était important de connaître, de restituer, d'interroger, aussi pour pouvoir s'y opposer peut-être, mais pour construire avec cette histoire et avec ce passé
qu'on appellera féministes. Voilà. Je vais m'arrêter là peut-être avant de commencer le dialogue avec Michel. Peut-être y a-t-il des questions sur cette présentation très générale? Pas de questions sur le chat pour le moment. Donc, je pense qu'on peut maintenant écouter Michel Ledoff parler comme bon lui semble. Bon, merci. Je vais évidemment commencer par exprimer ma gratitude. Parce que tout de même, quand Jean-Louis et Audrey se sont mis à organiser ce colloque, puis à mettre sur pied le volume, ils m'ont rendu un service absolument énorme. En quelque sorte, ils m'ont resitué en France. Alors que jusque-là, bon, j'étais évidemment beaucoup plus reconnue dans le monde anglophone, mais aussi, il faut bien le reconnaître, il y avait quelque chose de mon fait, c'est que j'étais d'humeur assez vagabonde et que je me suis promenée beaucoup en ce monde. Bon. Mais avec le sentiment que c'était plus facile en Angleterre, par exemple, ou aux États-Unis qu'à Paris. Ce qui en soi est une exagération d'ailleurs, parce que quand l'étude d'Elroy est parue, il y a eu une énorme réaction positive du côté d'un certain nombre de femmes, elles, engagées dans la pratique, des militantes. Il faut resituer la chose. En 89, on est un peu dans le creux de la vague. Ça va pas très bien. Tout le monde nous dit le féminisme c'est caduc, obsolète, désuet, fini, périmé, passé. Et même les copines actives dans des associations d'assistance, par exemple aux femmes victimes de viol ou en demande d'IVG, même elles commençaient à intérioriser ce genre de propos pas gentils du tout. Et quand l'étude Elroy est parue, elles ont eu un coup de cœur parce qu'il y en a une qui m'a dit si les théoriciennes tiennent le coup et continuent, alors moi qui suis militante de base, je peux continuer aussi. Donc en fait, ça n'a jamais été aussi affreux que ce qu'on peut imaginer pour moi en France, mais ça n'était pas ce que je trouvais dans les pays anglophones, c'est vrai. Alors, encore une fois, je tiens à remercier Audrey et Jean-Louis très vivement pour ce qu'ils ont accompli. Je tiens aussi à remercier Christine qui a accueilli le volume dans sa collection au Pur et qui nous accueille aujourd'hui dans la douceur angevine à distance. Et vraiment, il faudra que quand toutes ces histoires horribles de virus seront finies, il faudra qu'on se fasse une rencontre à Angers et une bonne soirée au restaurant après. Enfin, ça fait partie de mes désirs. Voilà. Audrey, maintenant, c'est à vous de lancer les questions. Alors justement, moi je voulais repartir non seulement de votre œuvre, mais du texte resté inédit de 1982 que nous avons republié dans le volume sous le titre « Femmes, philosophie, féminisme, un post-scriptum ». Et vous venez de me donner une très belle introduction pour la première question que j'avais envie de vous poser, et d'ailleurs depuis longtemps. Quel regard, Michel, portez-vous sur le féminisme aujourd'hui dans son lien à la philosophie?
Et comme vous l'écrivez dans toute votre œuvre, pour vous, jusque-là, ce lien était problématique. L'est-il toujours? Être féministe, pour reprendre une phrase de vous, est-il toujours à être philosophe ou pas? Bon, c'est dur, hein. Je vais peut-être contester d'emblée l'accent mis sur aujourd'hui, parce que 1982, c'est 40 ans, en gros. 40 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire universelle. C'est rien du tout. Et en fait, même s'il semble que certaines choses aient changé, éventuellement en mieux d'ailleurs, néanmoins, je crois que les structures profondes sont toujours là. Bon, il y a une chose qui me semble avoir changé, c'est que le mot de féminisme a cessé d'être un gros mot, ce qu'il a été longtemps, un gros mot. Bon, là aujourd'hui, il y a des milliers de femmes qui le revendiquent et qui disent « je suis féministe ». Et qui n'ajoutent pas « mais ». Parce que dans les années 70-80, on entendait quelquefois « je ne suis pas féministe, mais je dois reconnaître qu'il y a tout de même des problèmes, etc. » Bon. Et ça, il y a eu une modification de la valeur d'un terme. Sinon, sur les relations entre féminisme et philosophie, je dirais que c'est toujours problématique, c'est toujours un peu difficile. Penser que tout de même la riposte masculiniste a eu lieu et elle est là, elle est toujours là. Quelquefois, ce sont des collègues retraités, mais ça ne fait rien. Après tout, moi, je le suis aussi. Mais il y a eu tout de même des formes de résistance qui se sont développées. Et Virginia Woolf disait l'histoire du féminisme est une chose très intéressante, mais l'histoire des résistances au féminisme, c'est encore plus captivant. Et là, on en voit de temps en temps, on n'en fait pas vraiment l'objet de recherche ou d'analyse, mais il faut savoir que c'est là. Et sinon, quand je vois la jeune génération militante ou théoricienne, je trouve que, en gros, elles sont comme nous, éventuellement en plus souriantes. Mais oui, parce que nous étions plus tendus quelquefois. Mais regardez un peu, côté militant, ce qui se passe du côté de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, avec Caroline de Haas, par exemple. Bon, elle s'occupe de ça, c'est devenu l'objet de contestations très fortes, mais ça se compare bien à ce que nous avions contesté, c'est-à-dire la transformation de femmes en utérus à pattes, en couveuses, en reproductrices forcées, et quand nous luttions pour l'IVG et la contraception. Donc, moi, je me reconnais tout à fait dans cette jeune génération militante. Et du point de vue théorique, prenez la contribution de Vanina Modiconacci dans le volume, ou celle d'Adrienne Estrada, oui, moi je pense que c'est tout à fait la suite de l'histoire et que il n'y a pas de césure entre
ce que j'ai pu vivre et ce qu'elles vivent, sauf éventuellement qu'elles sont un peu plus à l'aise, un peu moins braquées par les critiques, mais elles sont encore tout à fait dans la continuité de ce que ma génération a pu chercher à poser. Et alors, les liens entre la philosophie et le féminisme, ben oui, ça continue à être problématique. Je continue à penser qu'il vaut mieux être féministe quand on s'embarque dans une existence philosophique, ne serait-ce que pour comprendre ce qui vous arrive au jour le jour. Et du coup, pour attacher moins d'importance aux rebuffades, aux conduites invraisemblables de certains collègues, au refus de certaines institutions, il vaut mieux savoir que, ben oui, bon, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a de la violence aussi dans le monde philosophique, et de la violence sexiste et de la violence sexuelle. Ne pas croire que c'est réservé à des couches sociales non intello. Et quand on est confronté à ce genre de désagrément, au moins on a un outil théorique pour analyser les choses et donc pour les mettre à distance et les prendre avec philosophie. Donc je n'ai pas changé d'avis et je n'ai pas l'impression que les jeunes soient d'un avis si différent que ça. Simplement, il y a des ouvertures nouvelles, il y a des allées qu'on essaye d'explorer, parce que le féminisme, c'est pas seulement des luttes, c'est aussi quelque chose qui met en question tous les savoirs. Et donc, elle continue à explorer le monde de manière terriblement intéressante, mais non, je ne vois pas de hiatus entre leur génération et la mienne, sauf peut-être, bon, moi j'ai réussi à travailler dans des institutions, mais alors au bord de la chute, au bord de la falaise, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, mon premier séminaire à Fontenay, pendant 2 ans, sur les femmes et la philosophie, fondé sur cheveux longs, idées courtes, eh ben, oui, ça faisait partie de mon boulot, mais tout juste. C'était pas, il n'y avait pas d'études de genre instituées à l'ENS de Fontenay. Ensuite, quand je me suis retrouvée au CNRS, c'était pour analyser des images et puis aussi pour faire du Bacon, enfin du XVIIe siècle. Je me suis mise à faire l'étude de Lerouet, mais vraiment à la limite aussi de l'acceptabilité de mon travail et assez seule. Bon, pas totalement seule parce que je lisais beaucoup. Et quand on lit, on est en contact avec d'autres intelligences, d'autres ferveurs, et donc ça va mieux, mais très seule quand même. Et bon, après, je suis partie à Genève, en principe sur une chaire d'études féminines. Et en rigolant, je disais aux étudiantes, bon, ça s'écrit féminine, mais ne vous cassez pas la tête, ça se prononce féministe. Et on avait une très bonne complicité. Ça a été des années qui
pour ce qui est des relations pédagogiques avec des élèves, ont été très marquantes pour moi et très jubilantes souvent. Bon, donc là, il y avait un cadre institutionnel, mais ça a duré un quart d'heure, puisque ensuite l'université a créé un institut de genre, ça s'appelait étudiant, oui, et qui me poussait complètement du côté de la sortie. Je n'y avais aucune place. Alors là, il y a eu une question toute simple qui m'est venue en tête. Les études genre, de deux choses l'une, ou bien elles accompagnent le projet de conquête des droits des femmes et de progrès des droits des femmes, ou bien elles se donnent pour vocation de freiner les avancées futures de la condition des femmes, toutes les femmes. Et ça, ça m'a été très clairement indiqué parce que il y a eu un énorme débat en Suisse sur ce qui s'appelait l'assurance maternité. C'est-à-dire en fait que pour les congés de maternité, les femmes soient indemnisées, ce qui nous semble aller de soi tout de même. Enfin, Audrey, je suppose que vous n'avez pas eu à faire des économies furieusement avant de lancer une maternité. Enfin, j'espère que vous avez été. Michel, on reparlera aujourd'hui un autre jour de la situation des femmes qui enseignent à l'université de leur congé maternité. Ça n'est pas si simple, ça n'est pas si indemnisé que ça. Ça n'est pas si indemnisé. Eh ben, merci. Je vous interviewe là-dessus le jour où vous avez un peu de temps. Mais ça paraît évident en tous les cas aujourd'hui. Dans les faits, ça ne l'est pas, mais ça paraît évident. Voilà. Pour moi, ça a toujours été évident que lorsqu'une femme met un bébé au monde, son arrêt de travail, si je puis dire, soit parfaitement indemnisé. Bon. Alors, il y a eu un gros débat là-dessus en Suisse et malheureusement, la vice-présidente ou la présidente du conseil scientifique de l'Institut d'études genre s'est engagée à fond dans le courant droitier conservateur, disant que si les femmes veulent faire des enfants, ben que ça les regarde et qu'on ne va pas les indemniser. Et ça a été l'horreur. De voir comme ça quelqu'un qui avait des responsabilités dites scientifiques du côté des études genre et qui militait contre l'indemnisation des congés de maternité. Bon, alors depuis, moi j'ai une idée très simple. Ou bien les recherches féministes vont dans le sens d'un accompagnement des progrès de la condition des femmes en général, ou bien elles freinent, et dans le premier cas, je suis d'accord, dans le deuxième cas, non. Voilà, en gros, ce que je pourrais dire. Et du point de vue de la philosophie, il me semble qu'il est assez facile de faire fonctionner des instruments philosophiques pour plaider la cause du progrès de la situation des femmes. J'ai répondu ou pas? Oui. Oui, complètement. Alors, moi, j'aimerais vous poser encore une question par rapport à ça, mais peut-être Christine, parce que peut-être Christine, tu veux réagir, toi, tout de suite. Oui, alors c'est vrai que j'adore entendre parler de l'antiféminisme des femmes. Et d'ailleurs, ce sera le sujet d'un prochain livre dans la collection Archives du féminisme. Alors, qu'est-ce que Michel, tu avances comme explication à cet engagement très fréquent des femmes contre leur propre émancipation?
C'est une situation très banale dans l'histoire et qui le reste encore beaucoup. Le féminisme, je pense, reste un engagement minoritaire sur le plan politique. Et voilà, on ne peut pas l'oublier. Alors, j'ai d'autres questions à la fois sur le féminisme et l'antiféminisme, parce que je pense que c'est très, très important de saisir cette dialectique, euh, comme tu l'as fait d'ailleurs dans tout ton travail. Mais je vais déjà m'arrêter là et poser cette D'accord, première question. Comment expliquer cette situation qu'on juge souvent paradoxale, alors que quand on fait de l'histoire, on ne peut dire qu'une chose, c'est banal. c'est ça. Oh oui, hélas. Eh ben, tu me rappelles une conférence que j'ai donnée à Berne il y a bien longtemps et où justement, c'était une conférence pour des élus suissesses. C'est-à-dire, elles n'étaient pas si nombreuses que ça, hein, mais parce que c'était encore pas tout à fait courant que des femmes réussissent à se faire élire en Suisse, mais bon. Et il y en a une jeune, vive et tout, qui me dit, voilà, en Suisse, en ce moment, on a un grand débat sur l'assurance maternité. Bon, vous êtes maintenant au courant de ce que c'est. Euh, et il y a des femmes qui s'engagent contre l'indemnisation des congés de maternité. Elles ont un défaut de fabrication, ces femmes-là, ou quoi? Je me souviens, vous donne la question littéralement parce que c'était trop beau. Elles ont un défaut de fabrication ou quoi, ces femmes-là? Bon, alors je lui ai répondu en espérant ne pas trop la heurter que non, c'était nous qui avions un défaut de fabrication. Nous, celles qui se solidarisent avec les droits des femmes, avec l'espérance de progrès, etc., avec la dignité des femmes. Et j'ai expliqué que dans les civilisations que je connais, mais je soupçonne que c'est un peu partout pareil. Il y a un rôle qui est dévolu aux femmes et surtout aux femmes plus âgées, pas les jeunettes qui sont en train de chercher un mari ou auxquelles on est en train de chercher un mari. Non, non, pas les jeunes mariées. Les femmes ayant déjà une certaine bouteille et un rôle dévolu à ces femmes qui est de prêcher aux plus jeunes l'obéissance face au mari, la pudeur dans l'espace public et toutes les valeurs conservatrices. Et vous trouveriez une trace écrite, un véritable document sur la question dans les écrits de Saint Paul. N'allez pas imaginer que je passe mes semaines à lire la Bible ou les Écritures en général. Non, mais dans Saint Paul, il y a tout de même les recommandations à l'égard de la presbytéra, c'est-à-dire la femme plus âgée, et son rôle pédagogique vis-à-vis des jeunes femmes, de leur dire d'obéir à leur mari, de bien tenir leur maison, j'allais l'oublier ça, de bien tenir leur maison et je ne sais plus quoi encore. Donc vous trouveriez ça dans Saint Paul et ça a certainement marqué toute la civilisation chrétienne, bien entendu, mais c'est sans doute plus ancien. En cherchant un peu dans Platon, on trouve des éléments de ce genre. Et puis, ça ne doit pas être propre à la culture chrétienne ou à la civilisation marquée par le christianisme. Je pense que c'est un peu partout pareil. Alors, on a, nous, un défaut de fabrication par rapport à ça, puisqu'au fond, on aurait dû, si on avait suivi le formatage qui nous était destiné, on aurait dû être du côté de, tout de même,
les droits des femmes, non, vraiment, je ne veux pas entendre parler de ça et tout. Et ce qui est à expliquer, c'est justement d'où nous vient ce défaut de fabrication. Comment ça se fait que nous nous sommes détachés, vous, moi, de la bonne éducation qu'on a certainement essayé de nous donner, quoi. Bon. Mais qu'on soit un courant minoritaire, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on est moins minoritaire aujourd'hui qu'au début des années 70. Au niveau de la pensée et des réflexes de base, je crois qu'on est beaucoup, beaucoup plus nombreuses, mais on reste encore une force politique un peu minoritaire. Alors tout à l'heure, tu as évoqué les porte-voix du masculinisme en philosophie. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples? Oh, tu veux encore me brouiller avec quelques collègues qui, pour l'instant, me saluent encore dans la rue? Oh là 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 là. Bon, si vous éprouvez de la curiosité vis-à-vis du camarade Sartre, je vais vous renvoyer à l'Étude et le Rouet, où tout de même, il est assez bien décrit comme figure oui, du masculinisme à la française, quoi. Du point de vue de l'histoire de la philo, si on prend des textes anciens, on peut trouver aussi, quelquefois c'est juste un détail, mais c'est un détail qui fait basculer le raisonnement. On peut trouver l'indice d'une défense par le philosophe masculin de la prépondérance de l'homme dans la famille, du père de famille, etc. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Rousseau. Hein. Rousseau, là, on trouve de quoi écrire 800 pages facilement, vu que vraiment, il a beaucoup joué de ce côté-là. Mais même John Locke, qui peut sembler être un auteur plus prometteur quand on commence à le lire, même John Locke, tout à coup, pas un détail. Le pouvoir de décision dans la famille doit revenir au plus capable. Et comme c'est évidemment l'homme qui est le plus capable, c'est lui qui sera la tête du gouvernement domestique. Et voilà, fini. Alors que le reste de sa philosophie laissait espérer une théorie du pacte social qui soit libératrice, du moins par rapport à toutes les théories précédentes de droit naturel ou de pouvoir royal par la grâce de Dieu, etc. Bon, Locke, on peut penser, c'est le début tout de même d'une pensée plutôt républicaine et plutôt ouverte. Et bien voilà, la tête du gouvernement familial, c'est forcément, et il n'y a même pas besoin de démonstration, c'est forcément le mari. Voilà. Donc il y a toute une... on peut suivre comme ça toute une tradition où, par un simple clin d'œil quelquefois, l'auteur, l'excellent philosophe homme que nous étions en train de lire avec plus ou moins de plaisir, tout à coup il fait un clin d'œil pour rappeler qu'il n'a pas lâché le patriarcat. Et heureusement, nous avons quelques philosophes femmes. Et là, tout de même, on respire une atmosphère différente.
Et dans la philosophie contemporaine? Ah, je croyais avoir évité la... Non, non, c'était ma question. Mais Ah là là. Bah, honnêtement, est-ce que tu peux, à l'inverse, me signaler un auteur philosophe homme qui soit du côté de nos luttes? Vivant? Oui, bah oui, puisque tu fais de la vie contemporaine, du vivant. Je dois dire que je connais mal les philosophes vivants d'aujourd'hui. Michel, peut-on mettre Thierry Hockey dans cette catégorie? Je- Ah, Thierry, Ah, voilà, elle a et on trouvé la a des réponse. féministes philosophes Oui, aujourd'hui. Peut-être elle a trouvé. Non, non, écrivain aussi. non, non. Il y en a un qui est malheureusement mort, mais qui a été un philosophe contemporain, si je puis dire, qui lui avait beaucoup avancé sur ces questions. C'était Jean Toussaint de Santi, épistémologue. Et lui, il en était à méditer, quand il était prof à la Sorbonne, il en était à méditer de s'inscrire au CAPES de philo sous le seul prénom que personne ne lui connaissait, c'est-à-dire Marie, parce que Jean Toussaint de Santi, corse, s'appelait entre autres Marie. Voilà. Donc il voulait s'inscrire au CAPES sous le nom de Marie de Santi et se faire coller. C'était ça sa grande ambition, parce qu'il était d'accord avec l'idée que un simple prénom féminin, ça peut vous porter la poisse. Alors, avec lui, je rigolais bien et il y avait une grande complicité. Et il comprenait parfaitement ce dont il était question. Mais c'est vrai, Thierry Hockey, voilà. À vous, Audrey, chantez les louanges de Thierry. En tout cas, il y a eu deux autres propositions que je restitue dans la conversation, donc Paul B. Preciado et John Stuart Mill. Ah, alors John Stuart Mill, que j'ai quand même beaucoup connu, pas dans la rue, hein, c'est quelqu'un qui a eu la chance inouïe de tomber amoureux d'une femme philosophe, qui est Harriet Taylor. Et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Certaines des œuvres attribuées à John Stuart Mill sont en fait écrites par les deux ensemble, parmi les œuvres les plus importantes d'ailleurs. Et donc, lui, tant que Harriet était vivante, il a en effet été assez proche de tout ce que nous cherchons encore aujourd'hui. Une fois Harriet disparue, la pauvre, malheureusement, elle n'a pas vécu très vieille, et une fois qu'elle a disparu, on sent dans la pensée de John Stuart Mill des petites régressions, des nuances qu'elle aurait rectifiées tout de suite. Et l'autre nom, c'était qui, Audrey? Paul Preciado. Alors là, j'ai honte, je vais être obligée de confesser mon ignorance. Je ne connais pas. C'est un jeune? Et c'est peut-être pour cette raison que tu ne vois pas le hiatus ou la discontinuité avec des philosophes féministes de la troisième vague, parce que tout à l'heure tu as insisté sur les continuités et on peut te suivre dans une certaine mesure, mais il y a quand même voilà, une ou deux générations, enfin parmi des moins de 50 ans, moins de 55 ans peut-être, euh, qui, euh, qui aborde le féminisme à travers le genre d'une autre manière.
en le déconstruisant, en déconstruisant la binarité, en déconstruisant les catégories de sexe, de sexualité. Et c'est une toute autre perspective, bien qu'elle héritière, bien sûr, du féminisme de la deuxième vague, mais qui prend un autre chemin quand même. Ok, ben, Oui. tu me donneras une bibliographie et je me Ah mettrai oui, au oui, travail. moi je trouve que c'est que c'est un auteur majeur. Moi, ça explique bien la tension en fait qu'on a sentie tout à l'heure, Michel, quand vous retraciez l'expérience de l'institutionnalisation des études genre. Vous n'êtes pas la seule philosophe francophone à avoir souligné à un moment qu'il y avait une tension entre projet féministe et philosophie, et études genre et philosophie. Et je pense qu'on sent bien là dans ce que vient de dire Christine, la déconstruction et le fait de vouloir dépasser aussi les binarités fait qu'on peut en arriver à ne pas soutenir ce qu'on estime être une catégorie faite de toutes pièces. Et du coup, moi, ça me fait penser quand je préparais la séance pour revenir à cette question philosophie, féminisme et genre, j'avais envie de vous demander, donc, pour vous, aujourd'hui, quel était l'intérêt de l'outil, notion, concept de genre pour la philosophie. Et quand j'ai préparé, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans ce formidable ouvrage, qui est l'encyclopédie critique du genre, dirigée par Juliette Rennes, dont vient de paraître une nouvelle édition à laquelle j'ai collaboré sur la littérature, ce qui était un enjeu. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir dans l'article philosophie. Oui. Eh bien, il n'y a pas d'article philosophie. Ah zut! Alors, ce qui est une manière d'exemple, quels sont les liens entre philosophie et genre aujourd'hui? Si on devait écrire cet article de l'encyclopédie critique du genre sur la philosophie, j'ai revérifié 2 fois. Je pense que je vais revérifier encore une fois après notre échange, tellement ça m'a surprise à ce C'est point. ahurissant. Voilà, comment est-ce que le genre en philosophie n'est pas un enjeu? Est-ce que le féminisme l'est toujours? Est-ce que voilà, c'était ça ma question. Ah, bon, qu'on ait des difficultés face à la notion de genre, en soi, ça peut se comprendre parce que c'est une notion qui est apparue dans les années 80 aux États-Unis, sauf erreur de ma part, gender. Un jour, j'atterris aux États-Unis, j'entends ça, je dis mais c'est quoi? Alors, en rigolant, une collègue me dit, oh, c'est à peu près ce que vous appelez la différence. Tiens, quelle drôle d'idée. Et puis après, j'ai trouvé une autre collègue qui m'a expliqué que quand il y avait des réunions administratives dans les universités pour financer des projets, je veux dire sur les femmes, très rapidement, parce que vous allez voir, c'est pas ça justement. Il y avait tout le temps des batailles rangées entre les différentialistes et les égalitaristes, et chacune bloquant les projets, etc. On s'y perdait jusqu'au moment où les universités ont décidé de créer la notion d'études genre qui recouvrait à la fois des recherches sur la différence des sexes et des recherches sur les modalités de l'égalité entre les sexes ou des recherches sur les rapports sociaux de sexe. C'était, bref, la catégorie fourre-tout pour qu'il n'y ait plus de disputes et que tout le monde s'entende parce que l'administration considérait qu'elle n'avait pas à avoir une option sur les questions théoriques. Ce n'était pas un travail administratif de trancher sur la pertinence des rapports sociaux de sexe, des rapports des
des égalitaires ou de la différence. Bon, donc c'est parti comme ça. Acte 2, en France au moins, le mot de genre a été mieux accepté que toutes les expressions qui contenaient le mot sexe. Attends, ça n'est que l'acte 2. Vous verrez, il y a un acte 3, je crois. Mais c'est-à-dire que une copine siégeant au CNU, une autre au CNRS, me disait les dossiers qui demandent un soutien pour un projet qui contient le mot genre, ça passe mieux que un dossier contenant le mot sexe ou même le mot femme. Bon, ça a été ça au tout début. Mais comme l'histoire est toujours dialectique et qu'il y a des renversements de tous les côtés, à un moment donné, la notion de genre s'est mise à paniquer les conservateurs beaucoup plus que la notion de sexe. Comme si, bon, la notion de sexe, ah ben oui, au fond, c'est stable. On sait ce que c'est, pensaient les conservateurs. Et donc, on ne s'affolait pas. Tandis que genre, ça semblait être d'une fluidité de mauvais augure. Et vous avez pu constater dans la presse qu'il y a eu des vigiles pendant la nuit pour voir si il n'y avait pas des réunions d'études genre, etc. À Lyon, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Et bon, donc moi, c'est un terme dont j'ai assez peu besoin, sauf pour dire que, ben oui, le féminisme, ça fait mauvais genre, ou des plaisanteries comme ça, mais j'en ai assez peu besoin parce que je suppose que, bon, je suis certainement très axée sur la notion de femme. Ça, c'est, je crois, une de mes références fortes. Je comprends mieux la question transgenre que je ne la comprenais il y a 10 ans, parce qu'au début, ça m'avait un peu interloqué. Enfin, ce qui m'avait interloqué n'était pas que des hommes décident qu'ils avaient toujours été des femmes. Ça me semblait compréhensible. Mais que des femmes souhaitent devenir des hommes ou devenir entre les deux, j'avais plus de mal à comprendre. Bon, je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait le trajet qu'il fallait et que donc toutes les nuances possibles de l'arc-en-ciel LGBT, etc., me sont compréhensibles, mais je ne sais pas où le genre flotte au-dessus de cet arc-en-ciel. Bon, mais c'est peut-être moi qui ai un problème. Hein. Christine, tu voulais... Oui, j'ai éventuellement d'autres questions en partant dans tes souvenirs. Est-ce que tu aurais des choses à nous dire à propos de ce qui se disait au CNRS ou dans les universités à propos de l'engagement féministe? Puisque ça reste toujours d'actualité, on le sait en ce moment, puisque nos plus hautes autorités, ministre de l'Éducation nationale, ministre des universités, accusent
un grand nombre d'universitaires de gangréner l'université avec leurs idées islamo-gauchistes. Donc là, derrière ce spectre se cachent toutes sortes d'engagements et au fond, c'est une critique de l'engagement tout court. C'est bon, c'est ancien, ça prend beaucoup d'ampleur en ce moment en France. Tu as vécu d'autres époques, les années 68, 70. Est-ce que c'était si facile que ça de défendre une conception engagée de la recherche dans ces années 68? Oh, je crois qu'on avait intérêt à biaiser quand même, hein, un petit peu. C'était pas spécialement accepté. Bon, j'ai réussi à avoir très officiellement mon séminaire sur les femmes et la philo à l'ENS de Fontenay de 76 à 78, mais je crois que c'est parce que, bon, voulant tout de même assurer un peu mes arrières, j'avais demandé son accord à la directrice. Et elle était tellement sidérée que je lui demande son accord, parce que je ne le faisais jamais, sur rien du tout. Bon, tellement sidérée qu'elle me l'a donné. Quitte à le regretter 3 semaines plus tard. Et elle s'est mise à masticoter tant et plus que le féminisme, c'était l'horreur, c'était etc., etc. Bon, je peux aussi donner un autre exemple. La première fois que je suis allée comme professeur invité, je crois que c'était à Genève, c'était dans l'Institut d'études européennes et mon séminaire était l'Europe et les femmes. Un beau sujet, soit dit au passage, même si c'est moi qui le dis. Un grand sujet. Bon. Alors, j'ai demandé un ordre de mission au CNRS pour pouvoir y aller. Et l'ordre de mission m'est arrivé pour donner un enseignement sur l'Europe et les jeunes. Comme s'il y avait un mot qui n'avait pas voulu sortir de la machine. Et parce qu'en effet, c'était incongru, c'était inconvenant, c'était peut-être obscène de se demander où en était l'Europe par rapport aux femmes et où en étaient les Européennes par rapport à la structure fédérale. Donc ça aussi, j'étais sidérée. Bon, j'y suis allée en me disant, de toute façon, j'ai mon autorisation, mais ça, c'est de l'ordre du lapsus freudien profond, ça. Il y a eu aussi, alors si je pense aux événements positifs, entre guillemets, juste après la publication de l'étude Elourouet, il y a eu un rapport, genre rapport annuel fait sur mon compte par un collègue que je ne nommerai pas et qui avait lu le bouquin, ce qui en soi est tout de même déjà une grande chose, et qui a déclaré en séance, ce n'est pas du féminisme, c'est de la philosophie. Et alors à ce moment-là, tout le monde, ah, bon, ah, si c'était de la philosophie et pas du féminisme, alors là, ouf, ça allait, on pouvait me dire bonjour dans les couloirs. Moi, j'avais cru tout de même défendre l'idée que ça peut être les deux, on peut faire les deux en même temps, du féminisme et de la philosophie. Enfin, c'est même un des thèmes du bouquin et que ça peut coïncider, le féminisme et la philosophie. Mais bon, là, du point de vue de l'institution, c'était tout de même mieux si un monsieur Mandarin
avait déclaré « ça n'est pas du féminisme, c'est de la philosophie ». Alors, il y a eu plein de petites anecdotes comme ça qui m'ont fait enrager, mais bon, j'ai survécu tout de même. Et puis, bon, j'espère qu'aujourd'hui, comme il y a tout de même des centres de recherche en études genre ou en études féministes, bon, il y a à Angers, je crois que vous en avez un, il y en a un à Paris 8, et puis à l'EHESS, Audrey, est-ce que tu ne fais pas partie d'un groupe d'historiennes Oui, voilà. Le CRH, c'est un axe transversal genre, oui. Voilà. Bon, il y a donc des lieux institutionnels où on peut être officiellement, clairement et gentiment engagé dans des études de type féministe. Donc aujourd'hui, il y a tout de même ça. Et j'espère que toutes les jeunes collègues engagées vont garder le côté en ébullition de ce genre de recherche, enfin, le côté gai, joyeux de ce type de recherche, et puis qu'on va y garder un certain esprit. Bon, je dis des choses tout crues. J'ai vu dans des pays autres, anglophones par exemple, des centres d'études de Women's Studies ou de Gender Studies qui devenaient vite sans, comment dire, sans joie de vivre et sans joie de la transgression et aussi sans causticité. Ouais, ouais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et tout le temps, en fait, sur leur garde, de peur qu'on ne renouvelle pas le contrat. Voilà. Mais j'espère que ça, c'est une histoire ancienne et que c'est plus du tout comme ça, ni aux Ça, c'est États-Unis. ton côté syndicaliste. Tu rappelles toujours les conditions de production du travail philosophique pour les femmes dans une dimension sexiste, dans des institutions particulières qui ont aussi un sexisme systémique. Et c'est vraiment très, très important de ramener la pensée, ce qui est parfois isolé comme la pensée, dans un cadre matériel, institutionnel. C'est très, très éclairant de rappeler ça. Alors, je Ah voudrais ben, rebondir sur peut-être pour ma part, une dernière question, parce que j'aimerais bien que les personnes qui assistent à la conférence ou Audrey posent aussi leurs questions. Mais tout à l'heure, on a parlé de deux autres grandes philosophes de ta génération, Julia Kristeva, Lucie Rigaray. On aurait peut-être aussi pu penser à Françoise Collin entre la France et la Belgique. Avec le recul, quand on écrira des histoires de la pensée féministe des origines à nos jours et qu'il faudra traiter cette période du dernier tiers du XXe siècle, euh, comment en quelques mots caractériser, euh, c'est volontairement une question piège, hein, mais caractériser ah, la philosophie féministe, est-ce que ça a du sens? Quand on voit ces quatre exemples si différents, et quand on voit
le réductionnisme auquel on est obligé de se plier quand on écrit des manuels, quand on fait des cours, quand on fait des expositions, comme c'est mon cas en ce moment pour le musée Carnavalet, on doit faire tenir des tas de choses très complexes en quelques phrases si possible claires. Alors, quel point commun tu te vois avec tes sœurs en philosophie féministe de la même génération? Ben, Est-ce que ça a du sens de se poser cette question? là, j'avoue que je me sens pas une grande solidarité de génération. Je me sens une énorme solidarité vis-à-vis de Simone de Beauvoir, qui aurait pu être ma mère ou ma grand-mère. Elle avait pile 40 ans de plus que moi, donc bon, c'est pas vraiment ma génération, mais je me sens une grande solidarité vis-à-vis d'elle. Une grande solidarité vis-à-vis de Harriet Taylor, que je trouve d'une intelligence éblouissante. Les Américaines de Seneca Falls n'étaient pas étiquetées philosophes. Sauf que de temps en temps, elles avaient conscience d'en être ou d'en faire. Dans les énormes mémoires qu'elles ont laissées, on trouve cette phrase cela prend du courage, de l'héroïsme et de la philosophie de s'élever au-dessus de la pensée des hommes sages. Elles savaient. Oui, évidemment, elles étaient toutes seules et elles contestaient tout ce qui se faisait du point de vue de l'exclusion des femmes hors du droit de vote, du droit de propriété, etc. Donc, elles savaient parfaitement qu'elles avaient un côté philosophe. Je vais aussi évidemment défendre une solidarité avec Gabriel Suchon, extrême fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. C'est pas la même génération, mais ça va. Je trouve de la philosophie dans Christine de Pisan. J'adore le peu que je sache de la malheureuse Hypatie qui fut assassinée en 405, je crois. J'adore Hipparchia, elle, une génération après Socrate, et j'aurais pu en faire une très bonne copine. Voilà, je n'ai pas un sens horizontal des liens, mais une sorte de descente verticale à la recherche de grand-mère, d'aïeul, de prédécessrice, etc. Je vois une longue filiation. Et alors, bon, je suis déçue de ne pas pouvoir répondre mieux à ta question. J'aurais voulu, mais voilà. Et tout de même, si j'ai eu des complicités fortes avec des contemporaines, c'était beaucoup sur la scène internationale. Il y a eu Eva Gottlin en Suède, il y a eu Jennifer Hornsby en Angleterre, Susanna Bobzin aussi, et puis Sabina Lovibond. Voilà. Là, j'ai trouvé des grandes complices, mais pas sur la scène parisienne. Bon. Et ça, un jour, il faudra faire la sociologie de la scène parisienne. Là, il y a assez de sociologues pour le faire. Et puis, bon, voilà. Oui, mais on aura besoin de témoignages d'actrices comme le tien pour Ouais. pouvoir faire cette D'accord. socio-histoire D'accord. de la production philosophique féministe parisienne.
Bon. Audrey, je sais pas. Moi, j'aimerais entendre peut-être les participants parce que j'ai déjà posé plusieurs questions et puis après, sinon, on peut continuer. Mais peut-être y a-t-il des questions sur soit des questions à Michel, soit des questions sur des choses qu'on a abordées déjà. Alors, Marion, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent non pas de féminisme, mais d'humanisme. Alors, j'arrive. Vous semble Vous semble-t-il juste d'englober féminisme dans l'humanisme? Ok, c'est vrai. Elle a raison, Marion. C'est-à-dire, on peut considérer qu'il y a eu deux vagues d'humanisme dans l'histoire, celle de la Renaissance et celle du XVIIIe siècle. Les deux vagues d'humanisme en question ont complètement raté leur coup, c'est-à-dire n'ont pas été fichus de comprendre l'ensemble des êtres humains et l'ensemble de leurs droits dans le programme humaniste. Alors, une fois qu'on a fait la critique des gens au demeurant sympathiques comme Sir Thomas More ou de gens moins sympathiques comme Jean-Jacques Rousseau, bon, une fois qu'on a fait à fond leur critique, on peut dire, bon ben là, ils ont raté leur coup, nous on recommence, et cette fois-ci, l'humanisme, eh bien, on va considérer que c'est pour tout le monde, hommes et femmes, mais aussi vivant dans des climats très éloignés de l'Europe ou au contraire en Europe, parce que un véritable humanisme, c'est aussi ce qui englobe toutes les nationalités, on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, on construit une théorie où tout ira bien. Pour l'instant, on s'y est pas encore vraiment mis à ça. C'est-à-dire, je vois bien le dessin de ce projet, mais pour l'instant, il n'y a pas plus que le dessin global. Il y a un problème sémantique tout de même, c'est que en langue française, humanisme, mais étendu aux femmes, aux enfants, aux créoles, aux multiples formes d'organisation sociale, etc. En français, ça passe. En anglais, en tout cas en Angleterre, il va y avoir un problème, c'est qu'il existe une société humaniste, Humanist Society, mais ça veut dire association des libres penseurs, athées, anticléricaux et gens contents de ne pas avoir de religion. Donc, ce n'est pas tout à fait la même idée. Et puis, à l'intérieur de ce courant humaniste au sens anglais du terme, il n'est pas très sûr que l'égalité des sexes soit constamment respectée. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, il y a François aussi qui dit à propos de l'humanisme tel que dévoilé en tant que sexisme, n'est-ce pas une forme de masculinisme alors? Est-ce qu'on peut dire plus rapidement que l'humanisme est une forme de masculinisme? Ou est-ce qu'il y a le bébé à sauver avec le débat? Bon, quand je lis Sir Thomas More, l'Utopie, qui est tout de même
une des œuvres phares de... je ne devrais pas dire œuvre phare, je sens que... Bon, tant pis. Une des œuvres qui nous ont été léguées par l'humanisme de la Renaissance. Bon, on s'aperçoit que c'est écrit par un homme, et par un homme conservateur. Mais ça ne veut pas dire que tout soit jeté dans cette Montaigne. Il y a beaucoup de choses à conserver dans Montaigne, même si de temps en temps, ben oui, l'auteur étant un homme et un homme relativement content des privilèges que sa situation d'homme lui a conférés, bon, bah, de temps en temps, on se dit c'est quand même pas tout à fait pour nous ça faire. Mais on peut reprendre l'inspiration humaniste, bien sûr. Et moi, ça me gêne pas du tout de me considérer comme une féministe humaniste, oui. Mais sans aucune solidarité à l'égard des remarques de Rousseau sur les Caraïbes, à l'égard des projets de conquête de l'utopie et des choses comme ça. C'est-à-dire, oui, accepter l'héritage, mais au prix d'une relecture critique qui distingue ce qu'on peut garder, ce qu'on ne peut pas garder. D'accord. Donc, tu ne t'es pas du tout retrouvée dans le grand courant anti-humaniste des années Ah, 60 à la fin du ah bah 20e. pour, Tu défends une philosophie du sujet femme, contre cet anti-humanisme, oui, finalement. bah oui. Là, Christine, tu mets le doigt sur ma difficulté à vivre à Paris dans les années 60-70. Parce que c'est vrai, l'anti-humanisme était à la mode et était même une mode assez écrasante. Présente. Bon. Et moi, pendant ce temps-là, justement, je travaillais avec Jean Kelevitch déjà, ce qui était un choix en soi, de montrer que, bon, je ne jetais pas la philosophie morale par-dessus bord, et puis avec toute la tradition philosophique qui me plaisait. Donc, en effet, pendant ce temps-là, au quartier latin, c'était absolument la mort du sujet, etc., etc. Donc, non, moi, je ne me suis jamais reconnue dans ce courant. Ce qui m'a épatée, c'est que Gilles Deleuze, avant que je le connaisse personnellement d'ailleurs, était de mes lecteurs. Un jour, j'ai appris ça et j'ai failli tomber à la renverse, parce que tout de même, Gilles Deleuze, lui, était du côté de la dislocation du sujet. Et voilà que j'apprends dans une librairie parisienne qu'il achetait tous mes bouquins à mesure, avec ses sous, figurez-vous, sans que personne ne les lui offre. Euh, et, et j'en ai été sidérée, si bien que quand j'ai préparé le service de presse pour l'étude Elouet, le premier exemplaire, je l'ai envoyé à Gilles Deleuze et il l'a reçu avant que le bouquin soit en librairie, tout de même. J'étais assez embarrassée sinon. Et il a aimé l'étude d'Elouet. Alors, comment un type comme Deleuze a pu ainsi aimer mon travail, ça, de temps en temps, on se pose des questions qui nous dépassent. Et Non, mais parce que ce travail, il est rigoureux dans l'analyse de l'imaginaire philosophique, de la langue de Sartre notamment, c'est très fort. Et puis, c'est historiquement rigoureux aussi. Donc, je pense que quand on est de bonne foi, on n'a pas besoin d'être féministe pour adhérer à ce que tu écris. Il suffit voilà, d'être un lecteur ou une lectrice de bonne foi, intéressé par l'histoire. Et voilà, c'est ça aussi. Tu n'es pas réductible
à ta position de féministe. Alors, très bonne question qui apparaît aussi. Si je comprends bien, toutes les notions philosophiques sont à repenser, la connaissance, la vérité, le bonheur, et réviser tous les penseurs précédents. Que devient l'universalisme? Alors, je rebondis sur le mot parce qu'il y a tant de débats aujourd'hui sur la péremption ou une critique qui ravage complètement la notion d'universalisme dans les milieux militants féministes, en tout cas, ou antiracistes. C'est un mot qui est... C'est un gros mot. Oui, Devenu un gros mot. C'est devenu un gros mot et il faut acter cela. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, ce mot-là ne me gêne pas. Ne me gêne pas du tout. Et je peux l'employer, je pourrais l'employer. Il y a eu peu d'occasions pour moi d'employer le terme. Je suis triste de voir qu'il est traîné dans la boue aujourd'hui, parce qu'au fond, il y a tout de même des choses, du point de vue pratique en tout cas, il y a des choses que nous pourrions toutes revendiquer, je crois, que nous soyons antillaises, yéménites, iraniennes, japonaises, etc., que nous, françaises, tiens aussi, il y a des choses sur lesquelles on pourrait se mettre d'accord. Et réclamer ensemble face à des organisations comme l'ONU, l'UNESCO et tout ça. Et je suppose d'ailleurs que récuser l'universalisme, ça revient aussi à récuser les efforts de l'ONU ou de WHO, comment on dit ça en français, l'Organisation internationale de la santé, comment vous appelez ça? L'OMS. Pardon? L'OMS. L'OMS, merci. Bon, qui sont des organisations partant d'une idée d'universalisme tout de même. Quelquefois, il faut faire des petits raccords et des petites améliorations, mais la base, elle est là quand même. Et alors, si on récuse l'universalisme, oui, on récuse aussi les efforts de l'OMS et de l'ONU. On récuse le traité d'Istanbul. Alors là, vous savez sans doute que la Turquie avait signé le traité d'Istanbul et puis que Erdogan vient de retirer l'accord de la Turquie sur ce traité qui vise à faire disparaître les violences à l'égard des femmes. Et c'est un bon traité. L'appliquer peut être une autre histoire, mais au moins tel qu'il est, il est très bien. Et ça, c'est de l'universalisme. Et bien voilà, la Turquie vient de se retirer de cet accord. Voilà. Donc, moi, je tiens absolument à ne pas être du même côté qu'un type qui retire son pays de l'accord d'Istanbul. Simple. D'accord. Mais peut-être que pour terminer, Audrey, si on pouvait revenir un petit peu sur l'expérience de ce livre, ce qui nous réunit ce soir. Est-ce que tu as eu dans la réalisation et du colloque et du livre des étonnements, des découvertes voilà, j'aimerais que tu reviennes un tout petit peu sur ce que cela t'a appris d'approfondir, Audrey,
Alors, si je peux faire ce retour-là, donc avant de commencer, je connaissais, on va dire bien, je vais oser prétendre ça, l'œuvre de Michel. Le premier étonnement, ça a été de voir à quel point nous étions nombreux et nombreuses à bien connaître cette œuvre, à l'avoir lue, sans nous être reconnus avant ce moment qu'a été le colloque. Pour certains et pour certaines, on se connaissait déjà. Par exemple, Florence Lautry. Florence Lautry, chez qui j'ai découvert à quel point la lecture de Michel Ledoff avait été déterminante. Christine Détré, avec qui on avait déjà travaillé. Et à chaque personne, en fait, à qui d'abord j'ai présenté l'idée de se réunir pour discuter de cette œuvre philosophique. Et puis, quand on l'a fait, vraiment, pour moi, ça a été un étonnement très fort. Pardon, de voir cet essaimage et en même temps de voir à quel point nous étions réunis dans la solitude de notre lecture, ce qui est une autre image de la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Voilà, on était toutes et tous, parce que tous, il y a aussi qui se reconnaîtront dans ce genre-là, Jean-Louis Janel, Thierry Hoquet, qui ont participé au volume. Il y avait vraiment cet aspect fondamental. Donc ça a été pour moi le premier étonnement, de passer d'une position individuelle de reconnaissance intellectuelle à une position collective et d'échange. Pardon, je vais essayer de terminer la soirée avec ma gorge. Le deuxième étonnement, très personnel pour moi, ça a été la table ronde qu'on avait organisée avec plusieurs chercheuses, donc jeunes chercheuses en philosophie, alors jeunes et moins jeunes, mais en tous les cas qu'on estime jeunes dans la maturation et dans le champ. Donc si je les liste, parce que elles sont toutes là, à part une qui finalement n'a pu poursuivre, mais Vanina Mosiconacci, Mara Montanaro, Eva von Redeker, Marjolaine Deschênes. J'ai trouvé, alors toutes, certaines venant d'Allemagne, Eva von Redeker étant aux États-Unis, Marjolaine Deschênes est québécoise, Mara Montanaro est italienne, venue en France, travaillant sur Françoise Collin, donc sur son itinéraire belge et français, et Vanina Mosiconacci, qui travaillait sur la question de la pédagogie, du féminisme et de la philosophie. Et alors, ce qui m'a doublement surpris dans cette table ronde, c'est d'une part le vivier de la jeune recherche en philosophie, qui n'avait aucune difficulté à se reconnaître comme féministe. Et d'autre part, la table ronde qu'on n'a pas repris là dans le volume, puisque ce sont des contributions individuelles qui lui ont fait place, faisait état d'un état déplorable des conditions de travail philosophiques, et notamment du sexisme de l'institution, des violences auxquelles elles avaient été confrontées, et qui avaient véritablement forgé et pas seulement leur lecture, et pas seulement leurs envies, mais aussi le contexte auquel elles avaient été confrontées, avait forgé leur trajectoire et leur implication en philosophie en étant féministe. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été une révélation véritable de l'état aujourd'hui, en tout cas d'une certaine philosophie dans l'espace francophone, telle qu'elle s'ancre dans un milieu académique. Voilà, parce qu'elle peut se faire ailleurs, la philosophie, mais en tous les cas, dans ce milieu académique là. Voilà. Pardon. Je pense que c'est vraiment ces deux points-là. Après, on s'est redécouvert avec Jean-Louis Janel parce qu'on se connaît depuis très longtemps intellectuellement. Et Jean-Louis Janel a donné un texte, je pense, qui a fait déjà débat au moment du colloque. Christine Barr s'en souviendra certainement, Michel Ledoff aussi, où il proposait de réfléchir non pas à la question de la situation, qui, je pense, définit pour beaucoup d'entre nous une façon de penser la question du genre ou la question des femmes, c'est-à-dire les savoirs situés. Et Jean-Louis Janel propose dans cet article de réfléchir à ce qu'il appelle les positions ou les savoirs intéressés.
avec toute une réflexion sur la notion d'intéressement. Donc, on avait le grand projet, je ne sais pas si on va le poursuivre, mais d'entamer un dialogue, parce que moi, j'étais farouchement opposée à cette proposition. Et Jean-Louis Janel la défend avec beaucoup de richesse et comment dire, de conviction. Voilà, donc on a lancé un débat sur cette question-là. Est-ce vraiment ce que nous faisons? Sommes-nous dans l'intéressement ou sommes-nous dans la situation? Voilà. Bon, est-ce que je peux? Ah oui. Bon, moi je crois qu'il faut qu'on s'arrête là, parce que ça serait tout de même trop dommage qu'Audrey tout à coup suffoque et reste, comment dire, Aphone. aphone et reste à Angers parce qu'on ne peut plus la transporter. Je crois qu'une des conclusions, si je peux me permettre, ça c'est pas à moi de conclure, mais je vais le faire tout de même. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, voilà. Ce sera sans doute beaucoup plus inspiré que ma conclusion. Mais non. Mais la première conclusion, c'est que nous allons toutes et tous souhaiter une meilleure santé à Audrey et même carrément de survivre. Oui, Quoi. Oui, parce que là, ça paraît tangent. Aussi sur la question du plaisir. Bon, ça ne sera pas la première fois que je défendrai la notion de plaisir intellectuel. Parce que l'époque où on nous disait que les enfants, il faut qu'ils souffrent un peu pour qu'ils apprennent quelque chose, parce qu'ils apprennent en même temps que quelque chose, la loi et la soumission à l'ordre de la pensée, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais accepté ce genre d'idée. Et donc, excusez-moi, le plaisir, je pense que c'est un élément incroyable d'apprentissage et de pédagogie et de recherche. Et tout de même, un des charmes des recherches féministes, eh bien, c'est que ça fait plaisir et ça fait aussi beaucoup plaisir de les partager. Allez, Christine, dis-nous quelque chose. Merci. Alors, je vais dire ce que Marine a écrit. Merci beaucoup pour cet échange. Très envie de découvrir vos écrits. À bientôt à Angers alors. Qui a écrit ça? Marine Gillis. Très bien. Oui, alors à bientôt à Angers, bien sûr. Oui. Voilà, magnifique. Alors, je ne sais pas qui a écrit magnifique. Est-ce que c'est Marine aussi? Chloé, Chloé, merci beaucoup. Bon rétablissement à Audrey et bonne soirée. Ce fut un plaisir. Eh ben, Eh bien, voilà. merci Chloé. Et bon, merci Mélodie, merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, alors je pense qu'on va maintenant avoir beaucoup de merci, bonne soirée. Donc j'ajoute mon merci, bonne soirée à Michel Ledeuf et à Audrey Lasserre et à Cédric Pacro. Et bravo à l'université pour le mois du genre. C'est formidable de pouvoir organiser des événements comme cette soirée. Et puis, à bientôt. Merci. À bientôt. Et merci à Cédric aussi qui a bien voulu me donner une répétition parce que oui, l'apprentissage, c'est du plaisir et quand on a du plaisir, c'est mieux, on apprend plus vite. Mais alors, pour ce qui est d'être nul sur les outils Internet, bon, moi, c'est malheureusement. Ouais, ben oui, c'est comme ça. On a le droit d'avoir des blocages. Okay. Allez, bonne soirée à tous. Beaucoup de plaisir à toutes et tous. Au revoir.